Bien, bonjour, s'il vous plaît. On va commencer. Prenez place. Bien, donc, amphi numéro 3. Donc, pendant les deux premiers cours, on a essentiellement introduit des concepts, je dirais, l'entropie statistique, le contact thermique, la température. Et on a vu que ces concepts allaient devenir progressivement des outils. En particulier, on a commencé à avoir un certain nombre de quantités intéressantes dans la description canonique. On a vu que cette fonction de partition canonique permet de remonter aux fonctions thermodynamiques, à l'énergie moyenne par exemple. Donc on va systématiser un petit peu ces résultats et donc construire cette boîte à outils de l'ensemble canonique. On avait vu qu'un premier résultat très important de cette description statistique de Maxwell-Boltzmann, à la fin du 19e, c'est le théorème d'équipartition de l'énergie. Donc c'est un résultat très important qui explique des expériences de façon microscopique, mais qui a conduit aussi à des incompréhensions, des divergences entre les prédictions et les résultats expérimentaux, des problèmes qui ont été considérés de plus en plus critiques à la fin du XIXe siècle et qui ont été en fait résolus par l'avènement de la mécanique quantique. Et on va voir que le modèle d'Einstein résout ce problème et c'est un des premiers résultats de la mécanique quantique. Dans la troisième partie, on verra que les quantités qu'on a introduites de façon statistique, comme l'entropie et les autres quantités macroscopiques, vont s'identifier aux quantités de la thermodynamique. On va donc pouvoir donner une interprétation microscopique aux principes de la thermodynamique et aux relations entre les quantités thermodynamiques. Alors, je vous rappelle où nous en sommes. Donc, on était parti d'une description dite microcanonique, c'est-à-dire qu'on a un système isolé dont l'énergie est fixée et dont tous les micro-états sont équiprobables. Et puis, avec cette étude du contact thermique, en étudiant un petit système en contact avec un grand système qui impose sa température, on s'était non plus intéressé à un système dont l'énergie est fixée, mais un système dont la température est fixée. C'est ce qu'on appelle la description canonique. Et la probabilité des micro-états est donnée par cette loi exponentielle de Boltzmann. Alors, on avait vu que dans l'un et l'autre cas, on a une quantité importante, qui est ici le comptage de configurations équiprobables. Et puis ici, ce dénominateur, ici, cette normalisation de la probabilité, donc ça s'appelle la fonction de partition canonique, et on avait vu, et on va voir ça en détail aujourd'hui, que cette fonction de partition canonique contient toutes les informations sur la thermodynamique du système. Alors bien que la description corresponde à des situations physiques différentes, énergie fixée ou température fixée, il se trouve que ces deux quantités, W2 ou Z2 bêta, sont reliées. Vous voyez bien que quand je somme ici sur tous les micro-états, je peux toujours sommer soit sur tous les micro-états, soit ranger les micro-états par énergie successive, et il faut à ce moment-là que je regarde combien j'ai de micro-états d'énergie donnée. Donc ces deux quantités sont reliées, et toutes deux portent l'information essentielle sur le système. Alors information dont on va sortir une équation d'état, donc typiquement la relation entre énergie et température. Alors ici, c'est l'énergie qui est fixée, et on en déduit la température, ou 1 sur kT. Et ici, c'est donc la température qui est fixée et on en déduit l'énergie moyenne. Vous voyez, il y a une dualité entre ces deux relations, log de W et log de Z, jouant un peu des rôles similaires. Alors, on s'intéresse beaucoup à l'entropie, dont on avait vu que l'entropie, c'est une grandeur qui est associée à une distribution de probabilité. Donc, si la distribution est uniforme, évidemment, l'entropie, c'est K log de W. Et puis, si la distribution est la distribution de Boltzmann, il y a un petit travail à faire. Il faut mettre ce PM dans cette somme ici.
Et on fait apparaître, donc, pour l'expression de l'entropie, qui dépend donc ici, cette fois-ci, de la température, on voit apparaître l'énergie moyenne. Donc l'énergie moyenne, que j'appellerai plus tard énergie interne, c'est une grandeur d'état, une fonction d'état. L'entropie, c'est une fonction d'état. Donc on voit naturellement une autre fonction d'état qui va apparaître, qui est reliée à log de z. Cette fonction d'état, on va l'appeler l'énergie libre. Et cette relation, vous voyez, entre énergie moyenne, log de z et S, je peux la réécrire sous cette forme, qui est une forme bien connue en thermodynamique. Donc on va voir un petit peu plus tard, on va donner une signification physique à cette énergie libre. Alors les avantages du formalisme canonique, on les a vus la semaine dernière, je les rappelle. D'abord, physiquement, on s'intéresse à des systèmes dont la température est fixée. En général, le calcul de W de E, c'est pour un système isolé, si on fixe une contrainte que E est fixée, on a en général des calculs combinatoires qui vont être de plus en plus compliqués. Par contre, ce qui est très joli et très élégant avec le calcul de la fonction de partition, c'est quand vous avez affaire à un certain nombre de sous-systèmes indépendants, donc un ensemble de molécules, un ensemble de degrés de liberté, cette fonction de partition se découple en un ensemble, c'est le produit de fonctions de partition associées à chacun des sous-entités. Donc, pour cette raison, il est plus facile de calculer Z de bêta que W de E, hein, même si ces deux expressions sont reliées, mais on calculera directement cette quantité dans le formalisme canonique. J'en montre un exemple ici. Sur un exemple très simple que vous connaissez, vous voyez que Z de bêta est effectivement relié à W de E. Je rappelle le système, un ensemble de systèmes à deux niveaux. Donc typiquement les spins 1,5, où les énergies c'était plus ou moins mu bb, là je les appelle 0 et delta. Donc en micro-canonique, on fixe l'énergie, on a un ensemble grand N de sous-systèmes. Donc si on fixe l'énergie, ça veut dire qu'on fixe le nombre de systèmes qui sont dans l'état excité. Je passe un petit peu vite, hein, donc je vous rappelle, quand il y a la petite maison, je ne passe pas trop de temps ici au tableau. Donc on fixe l'énergie, et donc combien y a-t-il de façons de choisir un sous-système dans l'état excité? Eh bien, c'est choisir NE parmi grand N, donc ça c'est cet exercice que vous avez fait. Donc voilà, ça c'est W de E. Ça demande un petit travail quand même, alors qu'en canonique, on va s'intéresser à un seul système qui est dans deux états possibles. Donc la fonction de partition d'un seul système, la somme de exponentielle moins bêta E, c'est 1 pour le fondamental plus exponentielle moins bêta delta. Et si on a n sous-systèmes, on élève à la puissance n, et c'est fini. Et alors vous voyez effectivement que vous avez une relation entre z de bêta et W de E, puisque ce Z de bêta ici, cette relation, ça n'est rien d'autre que le développement du binôme. Donc effectivement, soit vous calculez cette quantité, soit celle-ci, mais en général, c'est beaucoup plus facile de calculer Z de bêta. Si vous considérez par exemple des spins 1, au lieu de considérer des spins 1,5, c'est-à-dire des systèmes à 3 niveaux, cette quantité-là commence à être difficile à calculer, alors que là, si vous avez 3 niveaux, Z, c'est la somme de 3 exponentielles, le fondamental plus 2 états excités. Donc le calcul tient en une ligne. Alors, revenons donc maintenant sur la description canonique. On avait vu donc que dans la description canonique, il y a des échanges d'énergie. Donc l'énergie est fixée en moyenne. On avait montré, quand on avait regardé le contact thermique entre deux sous-systèmes, on avait introduit cette fonction P de E, donc qui est la probabilité que un des deux systèmes soit dans un état, et l'énergie E, pardon. Et puis on avait fait une expansion dans le cas où le grand système est un thermostat, est vraiment très grand, et on avait vu donc que pour le petit système en contact avec un système infini, un thermostat, eh bien cette probabilité s'écrit sous cette forme-là, qui est en fait une distribution qui est extrêmement piquée autour de la valeur la plus probable. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus. J'avais parlé très vite de la largeur de cette distribution. On va la recalculer. La largeur, donc, c'est la racine de la variance. Et donc, à partir de la fonction de partition, on a accès à ces deux quantités. Alors, je rappelle d'abord donc, la fonction de partition.
Comment on obtient l'énergie moyenne? Donc, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, mais c'est tellement important qu'il faut bien voir d'où ça vient. L'énergie moyenne ou l'énergie interne, c'est la somme des PM-EM. Donc, quand vous injectez l'expression de PM ici, fois EM, vous voyez que multiplier une exponentielle, c'est comme la dérivée. Et donc, ici, vous faites apparaître la dérivée de z par rapport à bêta, divisé par 1 sur z, d'où cette expression, certainement ces deux relations les plus importantes de ce cours qui vous permettent à peu près de retrouver toute la thermodynamique des systèmes qu'on va étudier. Alors ça, c'est pour l'énergie moyenne. Pour la variance, j'ai besoin d'abord de E carré, moyen, donc c'est la somme des PM de EM carré. Donc, encore une fois, dérivé, cette fois-ci, multiplié 2 fois par rapport à EM, c'est comme dérivé 2 fois par rapport à bêta. Donc, vous avez E carré moyen, et la variance qui est E carré moyen, donc Z seconde sur Z, moins E moyen carré, donc Z' sur Z au carré, eh bien, ce n'est pas très difficile de voir que ça s'écrit sous cette forme-là. Donc, la moyenne et la variance de la distribution s'écrivent toutes les deux en fonction de log de Z. Alors, si vous aimez les maths, log de Z, c'est en fait la fonction génératrice de la distribution. Moi, je vais parler de physique plutôt. Donc, remarquez que cette quantité-là, c'est une quantité physique que l'on connaît bien. Là aussi, j'en ai parlé rapidement la dernière fois. C'est la capacité thermique. Puisque c'est dE sur dt. dE sur dt, c'est dE sur dβ sur dt. dβ sur dt, c'est moins 1 sur kt carré. Et dE sur dβ, je dérive une deuxième fois le log de z. Donc, vous voyez apparaître la capacité thermique en fonction de la dérivée seconde de log de z. Donc, ces deux quantités sont proportionnelles à kt carré près. Donc, réécrivons-le. Fluctuation de l'énergie, capacité thermique. Donc, la capacité thermique, dE sur dt, est proportionnelle à la variance. Alors ça, c'est un résultat qui est très important et qui est très général, qu'on appelle la relation fluctuation-réponse. Vous voyez que cette quantité, c'est la réponse à une perturbation. Ça vous dit, si je change la température du système, comment je vais changer son énergie. Et ici, donc, ça mesure l'amplitude des fluctuations. Et on sent bien, c'est très physique, je dirais, que plus un système est instable, plus facilement il va répondre à une perturbation extérieure. Donc ça, vous allez revoir ça, par exemple, un peu plus tard avec Rémi Monasson, quand on fera un petit peu de magnétisme. Vous avez vu la semaine dernière cette quantité qui s'appelle la susceptibilité, qui est la réponse d'une aimantation à un champ extérieur. Si je transcris cette relation-là en remplaçant ces quantités ici, donc là, l'excitation, elle n'est pas induite par la température, mais par un champ magnétique, eh bien, vous voyez que la réponse à un champ magnétique est proportionnelle aux fluctuations. Et ça, c'est aussi très naturel. Par exemple, quand on s'approche d'une transition de phase, vous savez qu'au voisinage d'une transition de phase, le système est très instable, vous avez des fluctuations macroscopiques, par exemple l'opalescence critique pour une transition liquide-gaz. Pour un système magnétique, quand on se rapproche de la température de Curie, le système est très instable, il ne sait pas dans quelle aimantation choisir. Et donc vous avez une divergence des fluctuations et en même temps une divergence de la susceptibilité qui va signaler l'approche à la transition de Curie, la transition ferromagnétique. Donc c'est vraiment un résultat très général. L'autre résultat important ici, c'est que vous voyez donc ces deux quantités. Hop, alors là, je vais avoir du mal. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-haut, mais j'aimerais bien avoir un autre stylo. Bon, alors sinon je vais faire avec les miens, mais je n'ai pas tout à fait. Ça ne sera peut-être pas aussi visible. Je ne sais pas si vous allez voir là. Carrément pas. Ah, merci. J'appuie sur le rouge. Ouais, bon. Ouais. Bon. Il va en falloir deux. Bon, il n'y a personne là-haut? Non, bon. Donc, vous voyez que ces deux quantités
énergie moyenne et fluctuation, et variance, pardon, sont toutes les deux proportionnelles à log de z, donc sont toutes les deux extensives, proportionnelles au nombre de constituants. Donc, ça veut dire que si delta E carré est proportionnel à n, delta E sur E, donc delta E étant racine de n, E moyen étant 1 sur racine de n, donc les fluctuations relatives autour de l'énergie moyenne dans la limite de grands systèmes, ce qu'on appelle la limite thermodynamique, ces fluctuations sont négligeables. Donc, dans la limite de grands systèmes, l'énergie ne fluctue presque pas, ce qui fait que l'approche canonique, donc je vous rappelle encore une fois, où on fixe la température et on en déduit l'énergie moyenne, finalement est équivalente à l'approche microcanonique, où on avait fixé l'énergie et on obtenait la relation T en fonction de l'énergie. Donc, comme ces deux descriptions sont équivalentes dans la limite de grands systèmes, eh bien, on va toujours utiliser celle-là qui est beaucoup plus confortable, parce que le calcul de W est un calcul de combinatoire compliqué à cause de la contrainte d'énergie fixée. Quand on libère une contrainte, ce qu'on fait ici quand on autorise des fluctuations de l'énergie, on a un calcul qui devient plus simple et c'est l'intérêt de cette approche canonique. Alors, cette approche canonique, donc, c'était un succès important donc, de la théorie microscopique, la thermodynamique, la physique statistique de Maxwell-Boltzmann, qui néanmoins a mené à un certain nombre d'impasses qui concernaient les propriétés thermiques des solides et des gaz. Alors j'ai parlé un petit peu des gaz la semaine dernière, monoatomiques, diatomiques. On va parler aussi des solides. Et on va s'intéresser à une mesure, à une quantité physique qui est la capacité thermique. Donc la capacité thermique, vous pourriez dire, ce n'est pas la quantité physique la plus moderne, hein, en fait. Bon, voilà, les premiers calorimètres datent de Lavoisier et Laplace. En fait, des calorimètres, on sait faire des calorimètres très modernes. Un exemple de calorimètre très important, c'est ce qu'on appelle les bolomètres. Les bolomètres, ce sont des détecteurs soit de particules, soit de rayonnement. Et essentiellement, ce que vous faites dans un bolomètre, quand vous avez une particule qui arrive sur le détecteur, elle fournit de l'énergie au détecteur et ça se mesure par une variation de température. Donc, relation entre énergie et variation de température, en gros, c'est la capacité thermique. Alors, on avait vu donc, ce théorème très important donc d'équipartition de l'énergie. Donc, le résultat, c'est que chaque degré de liberté quadratique dans l'énergie donne une contribution kT sur 2 à l'énergie moyenne. Donc, on avait vu dans l'exemple, par exemple, de l'oscillateur harmonique, où vous avez ces deux contributions dans l'énergie, une contribution liée à la quantité de mouvement et une contribution liée à la position, donc énergie cinétique et énergie potentielle. Donc, 2 degrés de liberté quadratique, donc la valeur moyenne, c'est kT. Pour une particule libre, j'ai uniquement la partie cinétique, mais je l'ai dans 3 directions indépendantes, donc 3,5 de kT. Alors tout ça doit être confronté maintenant à l'expérience, et donc je vais faire un petit retour historique sur la capacité thermique, alors pas uniquement des gaz, je vais commencer en fait par les solides, capacité thermique des solides. Et donc, je vais vous parler du travail de messieurs Dulong et Petit, donc Alexis Thérèse Petit et Pierre-Louis Dulong, tous les deux professeurs à l'école il y a un certain temps, Dulong directeur des études, qui s'intéressaient à la théorie de la chaleur et qui ont fait donc ces travaux, un travail qu'on trouve d'ailleurs à la bibliothèque, l'original à la bibliothèque, recherche sur quelques points importants de la théorie de la chaleur. Et ce qu'ils faisaient, en fait, c'était des mesures de capacité thermique. Et ils ont remarqué que, si je traduis dans le langage actuel, la capacité, donc ils ont remarqué que cette capacité thermique était la même pour différents solides. Et c'était la même, et elle était égale à 3R, où R, c'est la constante des gaz parfaits. D'accord ? Alors tout ça, c'est essentiellement des mesures à température, qui étaient faites à température ambiante. Mais donc, ils ont observé que ce résultat était indépendant. Si vous avez un solide léger ou un solide lourd, vous avez exactement la même capacité thermique. Et finalement, c'est peut-être un des premiers résultats de physique, en tout cas de thermodynamique,
où on insiste sur l'universalité. Vous considérez que ce résultat est tout à fait évident. Ben non, ce n'est pas évident du tout qu'un système avec des très légers et un système lourd emmagasine finalement la chaleur de la même façon. Donc c'était un résultat expérimental important et universel à l'époque. Maintenant, si je reviens sur les gaz, on a vu la semaine dernière que pour des gaz monoatomiques, la capacité molaire, c'est 3,5 de R, et que pour des gaz diatomiques, à température ambiante, c'est 5,5 de R, contrairement au résultat du théorème des partitions de l'énergie. Donc l'idée, c'était effectivement d'expliquer tout ça dans le cadre de la physique classique, et c'est un des grands succès de la théorie de Maxwell-Boltzmann, en comprenant que tout ça, toutes ces contributions sont liées au degré de liberté de translation, vibration des atomes, et de comprendre ça par le théorème d'équipartition de l'énergie. Alors pour les solides, on va commencer par les solides, on comprend donc très bien comment expliquer maintenant ce comportement de Dulong et Petit. On a n atomes qui oscillent autour de leur position d'équilibre selon 3 directions. Donc pour chaque atome, on a 3 oscillateurs, donc une énergie moyenne pour chaque atome qui est 3,5 de kT. Non, pardon. Oui, non, pas 3,5 de kT. Pour chaque atome, j'ai 3 oscillateurs. Pour un oscillateur, la valeur moyenne de l'énergie, c'est kT, énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc, pour chaque oscillateur, l'énergie moyenne, c'est kT. Donc, pour les 3n oscillateurs, l'énergie moyenne totale, c'est 3n kT. Et donc, pour une mole, c'est 3R, c'est la loi de Dulong et Petit. Donc, vous voyez que cette universalité, elle est liée au théorème d'équipartition de l'énergie. Alors, on observait bien quelques déviations. Il y avait quelques systèmes qui avaient une capacité thermique, même à température ambiante, beaucoup plus faible. Et de façon systématique, en abaissant la température, cette capacité thermique avait l'air de baisser. Alors, on va revenir là-dessus dans un instant. Maintenant, pour les gaz, monoatomiques, on a une énergie qui est P2 sur 2m dans 3 directions, donc kT sur 2 par direction, donc 3,5 de kT. Donc ça marche. Pour les gaz diatomiques, en plus des degrés de liberté de translation, on a les degrés de liberté de rotation et de vibration. On avait compté ces degrés de liberté la dernière fois, 2 de vibration, 2 de rotation qui sont les 2 angles de l'air, et donc une énergie moyenne attendue qui est 7,5 de kT, donc une capacité thermique 7,5 de R. Donc là, on a vraiment un problème. Et donc ça a été une des grosses difficultés de la physique classique, qui a été très bien identifiée à la fin du 19e par Lord Kelvin. Alors Kelvin, c'est Thomson. Thomson, c'est un des concepteurs donc, de la thermodynamique, avec Carnot, Clausius, Helmholtz. C'est les 4 grands noms de la thermodynamique. C'était aussi un très bon physicien et aussi un ingénieur très reconnu. Il a été à l'origine du dépôt du premier câble transatlantique. Donc vous voyez, c'était un physicien et un ingénieur. Et donc il a fait cette conférence en 1900 où il faisait remarquer que la beauté de la théorie dynamique qui assure que la chaleur et la lumière sont 2 formes de mouvement, ça on est d'accord, cette beauté est obscurcie par 2 nuages. Le premier, c'est la théorie ondulatoire de la lumière, donc de Young et Fresnel. Donc ça, c'était le succès de Fresnel, aussi élève à l'école polytechnique, qui avait pu expliquer toutes les expériences d'interférence et de diffraction, en supposant que, contrairement à ce que pensait Newton, la lumière est une onde. Et si la lumière est une onde, on pensait qu'il y avait besoin d'un milieu matériel pour que cette onde se propage. Ce milieu matériel, on l'appelait l'éther. Et vous savez évidemment qu'à la fin du 19e, il y a eu ces belles expériences de Michelson-Morley qui ont montré que en fait, la Terre était immobile dans l'éther, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions. Et ça a été le point de départ en fait, de la théorie de la relativité restreinte. La deuxième difficulté,
c'est donc la doctrine de Maxwell-Boltzmann concernant la partition de l'énergie. Et il décrit effectivement la capacité thermique des gaz diatomiques et montre que les résultats expérimentaux sont incohérents avec l'équipartition de l'énergie. Donc il en conclut qu'il n'y a aucune possibilité de réconcilier la théorie de Maxwell-Boltzmann avec la vérité, l'expérience concernant la chaleur spécifique des gaz. Alors vous voyez, ce texte est absolument remarquable, puisqu'il avait identifié en fait les deux problèmes qui ont conduit aux deux grandes révolutions scientifiques du XXe siècle. Alors si on regarde plus loin dans ce papier, on regarde les résultats expérimentaux, et donc il décrit des systèmes, des gaz diatomiques, triatomiques, tétraatomiques, etc. Alors il parle en fait de l'inverse de la capacité, donc il dit, ben voilà, pour n égale 2, on devrait trouver 7,5, donc lui il note 2 septièmes, bon voilà. Et puis ça augmente évidemment quand on a plus de degrés de liberté. Et il trouve que l'observation est systématiquement, donc pour l'inverse, est systématiquement plus grande que la théorie. Donc la capacité thermique est toujours plus petite que ce qu'on attendrait en comptant le nombre de degrés de liberté. Alors si on va au-delà, d'ailleurs, on peut faire le petit exercice de compter le nombre de degrés de liberté pour une molécule compliquée. Donc si j'ai une molécule qui est constituée de n atomes, j'ai a priori 6n degrés de liberté, pour noter la position et l'impulsion de tous les atomes. Donc 3n impulsion, 3n position. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les degrés de liberté qui vont apparaître de façon quadratique, qui vont donner des termes quadratiques dans l'énergie. Donc en fait, j'en ai pas tout à fait 6n, il faut que j'en enlève 6, parce que, évidemment, l'énergie ne va pas dépendre de la position du centre de masse, elle dépend de l'impulsion du centre de masse, mais elle ne dépend pas de la position du centre de masse, invariance par translation. Elle ne dépend pas non plus de l'orientation de la molécule, elle dépend de la rotation de la molécule, mais pas de l'orientation de la molécule. Donc j'ai 3 degrés de liberté à enlever, ou simplement 2 si la molécule est linéaire. Si la molécule est linéaire, je n'ai pas la rotation sur elle-même, donc j'ai simplement 2 angles. Donc a priori, j'ai 6n-6 degrés de liberté qui vont décrire tous les mouvements relatifs dans l'hamiltonien, et 6n-5 si la molécule est linéaire. Donc, kt sur 2 par degré de liberté quadratique, donc 3n-3 R pour une molécule quelconque, ou 3n moins 5,5 si cette molécule est linéaire. Donc, voilà, effectivement, c'est ce qu'il montre ici. Donc, pour une molécule diatomique, on devrait trouver 7,5. Alors, vous voyez ici, il fait une petite erreur parce qu'il ne savait pas que CO2 et N2O, c'est des molécules linéaires. Donc, il a calculé 3n-3 et il trouve 6R. Alors, en fait, ce n'est pas 6R auquel on s'attend, c'est 3n moins 5,5, donc c'est 13,5 de R. Donc, vous voyez, la capacité thermique, c'est une signature macroscopique directe de la forme des molécules. Donc, de toute façon, ce qui est mesuré est toujours plus petit que ce qui est attendu théoriquement. Donc, ce gros problème avancé par Kelvin a été résolu par Einstein, donc en 1907, dans ce très beau papier donc, qui s'appelle « Théorie du rayonnement de Planck et théorie des capacités thermiques ». Alors, il faut mettre ça un peu dans l'histoire. Le rayonnement de Planck, c'est donc l'explication par Planck de ce fameux rayonnement du corps noir, dont on reparlera beaucoup plus tard dans ce cours, en expliquant en fait que les échanges d'énergie sont quantifiés. Et l'idée d'Einstein, ça a été d'appliquer cette notion de quantification pour les vibrations des atomes. Alors ce papier, c'est quand même un des papiers fondateurs de la physique statistique et de la mécanique quantique. Je vous ai dit au premier cours que physique statistique et mécanique quantique sont vraiment nés ensemble, et en particulier que la mécanique quantique est née de contradictions qui avaient été mises en avant par la physique statistique. Ce papier, c'est le 3e exemple, la 3e application de la mécanique quantique. Le premier, 1900, donc c'est la théorie de Planck, naissance de la mécanique quantique. Le deuxième, c'est Einstein, 1905, la théorie de l'effet photoélectrique et la notion de photon. Et ça, c'est le 3e, et c'est le premier papier, la première explication, la première utilisation de la mécanique quantique en physique des solides.
Donc en quoi ça consiste? L'idée, c'est de constater que l'oscillateur harmonique en mécanique quantique est quantifié, ce que vous connaissez bien, et d'en déduire la thermodynamique de l'oscillateur harmonique quantifié et non pas classique. Donc je reviens d'abord sur le traitement classique qu'on a vu la semaine dernière. Donc je vous rappelle l'oscillateur harmonique, la pulsation c'est relié à la raideur des oscillateurs, et puis on avait vu donc que pour obtenir la thermodynamique de ces oscillateurs, on écrit la fonction de partition, la somme de exponentielle moins bêta E, qui ici n'est pas une somme discrète, mais une somme continue. Donc quand on remplace la somme discrète par une somme continue, on doit ici, comme on a une intégrale dx dp, il faut diviser par une action. Et on avait vu que cette action, c'est ce qu'on appelle le volume d'une cellule de Planck. Et on avait mis H sans bien savoir s'il fallait mettre H ou autre chose, un autre coefficient numérique. Pour l'instant, on met H. Donc on avait vu donc, que le calcul de cette fonction de partition, c'est le produit de deux intégrales gaussiennes. Chaque intégrale gaussienne va vous donner un 1 sur racine de bêta. Vous voyez que les masses vont disparaître, et bon, voilà, en une ligne, on trouve ce résultat-là. Alors notez-le bien, 1 sur bêta h bar oméga. Alors la dérivée logarithmique, donc c'est 1 sur bêta, et donc l'énergie moyenne de cet oscillateur, c'est kT. Donc l'énergie moyenne ne dépend pas des caractéristiques de l'oscillateur, ni d'ailleurs de h bar, et donc ça c'est l'origine en fait de la loi de Dulong et Petit. Finalement, donc l'énergie moyenne, donc la capacité thermique, ne dépend pas de la masse des atomes. Donc les cristaux ou les solides lourds ou légers vont avoir la même capacité thermique. Alors, avant de passer à la suite, un peu une conséquence de ce théorème d'équipartition, enfin une remarque, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut estimer la température de fusion d'un cristal. Alors, on a envie de dire que, d'après le théorème d'équipartition, donc vous voyez, je sépare l'énergie cinétique moyenne et l'énergie potentielle moyenne. Donc, l'énergie potentielle moyenne, c'est kT. Donc, vous voyez que l'excursion typique des oscillateurs, la variance varie comme kT, donc l'excursion typique varie comme racine de kT. Et donc, quand on augmente la température, les atomes vibrent de plus en plus. Et on a envie de dire qu'au-delà d'une certaine température, il vibre tellement que en fait, le cristal va fondre. Et donc, il y a un critère assez qualitatif qui s'appelle le critère de Lindemann, qui considère que, en fait, il y a fusion si le déplacement typique, c'est de l'ordre de la distance, enfin une fraction de la distance entre atomes, donc qu'il estime à 1/4. Donc, vous voyez que ce critère, déplacement égale constante, eh bien, ça vous donne une relation de proportionnalité entre la température de fusion et la raideur des oscillateurs. Alors, la raideur des oscillateurs, c'est plus ou moins relié à la dureté du cristal. Et donc, on a une relation, en fait, entre dureté et température de fusion. Alors, la dureté, ce n'est pas une quantité qui est mesurée très facilement. En fait, on a une échelle empirique qui est due à un minéralogiste allemand qui s'appelle M. Moss, qui a donc proposé une échelle de dureté qui va de 1 à 10. 10 pour le plus dur, c'est-à-dire le diamant. Et vous voyez grosso modo que, effectivement, alors tout ça est très qualitatif, mais que ce théorème d'équipartition vous donne une relation qui est à peu près linéaire entre température de fusion et dureté, c'est-à-dire la rigidité des ressorts. Alors, on va passer sur cet aspect qualitatif, et donc maintenant on va quantifier l'oscillateur harmonique. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Donc, on reprend le même Hamiltonien, on met des chapeaux, on résout l'équation de Schrödinger, et on trouve, je vous rappelle, que les niveaux d'énergie sont quantifiés, sont des multiples n plus 1,5 h bar oméga. Donc ça, vous savez très bien. Donc maintenant, il s'agit de s'intéresser à la thermodynamique de cet oscillateur. Donc on connaît les micro-états, on connaît leur énergie, et donc il faut calculer la fonction de partition, et on s'intéresse à un seul oscillateur. Si on a un grand nombre d'oscillateurs, on sait qu'il faut multiplier les fonctions de partition. Donc la fonction de partition, c'est la somme sur tous les états de exponentielle moins bêta E. Les états ici sont donnés par ces niveaux d'énergie.
Et donc, j'ai une somme de n égale 0 à l'infini de cette exponentielle. Alors, donc, la somme de cette série ici, enfin, c'est très facile, hein, c'est le premier terme divisé par 1 moins la raison. La raison, c'est exponentielle moins bêta h bar oméga. Et donc, voici la fonction de partition. Alors, la première chose à faire, c'est de voir ce que devient cette fonction de partition dans la limite classique. La limite classique, c'est la limite haute température. Donc, dans la limite haute température, si je fais t tendant vers l'infini, bêta tendant vers 0, vous voyez que je développe l'exponentielle et je vais trouver 1 sur bêta h bar oméga. Donc, vous avez vu 2 transparents plus tôt, on avait vu que classiquement, si on donnait h comme volume de la cellule de Planck, on trouvait 1 sur bêta h bar oméga. Donc, on a bien choisi le volume de la cellule de Planck, ça colle bien avec la limite quantique. On reverra ça d'ailleurs dans d'autres contextes. Donc ça, c'est la limite classique. Donc, pour avoir l'énergie moyenne, dérivée logarithmique, et donc la dérivée logarithmique, la dérivée logarithmique du numérateur ici, et la dérivée logarithmique du dénominateur. Alors vous voyez que ce résultat est bien de la forme n plus 1,5 h bar oméga. Alors, on traîne toujours l'énergie de point zéro, l'énergie du fondamental, mais vous voyez que ceci, ce facteur ici, peut s'interpréter comme la valeur moyenne de n à température finie. C'est-à-dire qu'à température finie, l'oscillateur, il est dans un état excité, et cet état excité moyen, la valeur moyenne de n, c'est cette quantité. Alors, on va tracer cette fonction, donc la voilà. Donc vous voyez que dans la limite température nulle, donc bêta tend vers l'infini, donc ça c'est exponentiellement décroissant, on tend vers l'énergie du fondamental, vous voyez donc valeur moyenne sur h bar oméga, c'est donc 1,5. Et dans la limite haute température, encore une fois, le développement quand bêta est petit vous donne ici quelque chose qui est en 1 sur bêta h bar oméga, c'est-à-dire proportionnel à kT. On retrouve l'énergie classique de l'oscillateur. Et le modèle d'Einstein donc extrapole entre la limite classique et quantique. Et alors vous voyez, on a mis le résultat sous cette forme-là, sous une forme que je vais appeler universelle. Vous allez voir de façon générale, quand vous allez décrire un problème microscopique, vous avez en général une énergie caractéristique, et vous allez toujours comparer cette énergie caractéristique à la température, à kT. Donc, ce qui est important pour décrire de façon universelle le comportement d'un système, c'est de faire apparaître le rapport des énergies caractéristiques. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai une énergie caractéristique qui est l'énergie typique des oscillateurs, h bar oméga, et donc une température caractéristique, quand kT est de l'ordre de h bar oméga, donc qui est ici, qu'on va appeler donc la température d'Einstein, et on a donc une fonction universelle pour l'énergie comme fonction de T normalisée par la température d'Einstein. Avec les deux limites, à haute température, on retrouve l'équipartition de l'énergie, et à basse température, l'oscillateur est dans l'état fondamental. Alors, ça c'était pour un oscillateur. Évidemment, pour une mole, je vais multiplier par le nombre d'atomes et les 3 degrés de liberté, puisque chaque atome peut vibrer dans 3 directions. La dérivée par rapport à la température, c'est la capacité thermique, c'est une ligne de calcul pour obtenir ce résultat. Et donc voilà la capacité thermique. On retrouve effectivement à haute température le théorème d'équipartition d'énergie, donc comme ça tend vers kT. On va retrouver ici 3n kT pour l'énergie moyenne, donc une capacité thermique qui est 3R. Et lorsque la température décroît, vous voyez qu'à température nulle, on a une décroissance, ici une décroissance exponentielle de la capacité thermique. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et que j'ai fait remarquer la dernière fois. Je vous ai fait remarquer que quand le spectre en énergie est quantifié, c'est-à-dire quand il y a un gap entre le fondamental et le premier état excité, ce gap se traduit par une dépendance activée, une loi de type Boltzmann, une dépendance exponentielle de la capacité thermique. Donc c'est bien ce qu'on voit ici. Alors je reviens un peu sur une interprétation donc, de ce résultat en regardant l'occupation thermique de ces niveaux d'énergie. Vous voyez que lorsque la température est grande devant la température d'Einstein, c'est-à-dire dans la limite classique,
j'ai beaucoup de niveaux, donc ça c'est les niveaux d'énergie de l'oscillateur, j'ai beaucoup de niveaux qui sont occupés, donc je peux revenir à une description continue, et ça correspond à la limite classique, où j'oublie carrément la quantification de l'oscillateur. Et puis si on abaisse la température jusqu'à être en dessous de la température d'Einstein, eh bien on n'arrive plus que dans quasiment l'état fondamental, avec ici très peu d'états excités. Donc ce comportement ici, c'est ce qu'on appelle le gel des degrés de liberté de vibration. Donc, quand T est beaucoup plus petit que T Einstein, l'oscillateur est dans l'état fondamental, donc il ne va pas contribuer à la capacité thermique qui tend vers zéro, et en fait, l'oscillateur n'a plus de degrés de vibration. Donc, ce concept de gel de degrés de liberté ici de vibration est apparu avec Einstein. Et c'est ça qui explique en fait que donc, la capacité thermique va se casser la figure à basse température, c'est-à-dire que l'oscillateur n'oscille plus. Alors ce modèle d'Einstein était donc très important puisqu'il explique d'abord, au moins qualitativement, la déviation à la loi de Dulong est petit à basse température. Il montre une capacité thermique qui tend vers zéro en accord avec le troisième principe, on appelle le principe de Nernst. Alors en fait, ce principe de Nernst était un expérimentateur qui faisait des expériences de capacité thermique à peu près à la même époque. Et il avait une conclusion qui était plutôt de nature expérimentale, mais on commençait à comprendre, justement grâce au modèle d'Einstein, le fait que ces degrés de mouvement sont gelés, et donc que nécessairement l'entropie va tendre vers zéro et la capacité thermique va tendre vers zéro. Donc ça confortait, ce modèle d'Einstein, ce troisième principe. Et dans son papier, il montre cette courbe qui correspond à la capacité thermique du diamant. Alors pourquoi le diamant était le plus intéressant? Parce que le diamant est très léger et très dur, donc l'énergie caractéristique est grande, hein, H bar oméga, racine de K sur M, donc s'il est très dur, K est grand, et s'il est léger, M est petit. Donc la température d'Einstein est de l'ordre du millier de Kelvin, alors que pour des solides plus ordinaires, c'est plutôt de l'ordre d'une centaine de Kelvin. Donc la température d'Einstein était particulièrement haute, c'est-à-dire si je regarde ici sur cette courbe universelle, vous voyez si je fais, là c'est 1, donc 1300 Kelvin c'est là, donc la température ambiante se trouve ici. Donc si effectivement on fait une mesure à température ambiante, et on ne va pas du tout dans le diamant trouver la loi de Dulong est petit, on va trouver en fait en gros 15% du résultat classique. Et donc Einstein avait compris ça quantitativement. Donc déviation importante même à température ambiante. Ce qu'il faut retenir, c'est que, et ça sera une systématique plus tard, on a toujours une énergie caractéristique qui sépare des comportements classiques et quantiques, donc une température caractéristique qui sépare des comportements classiques et quantiques, et donc comprendre cette notion très importante, donc, qui est le gel des degrés de liberté. Alors Einstein était, évidemment, tout le monde connaît ses contributions, un théoricien génial, mais il était aussi très proche des expériences, et quand il avait une théorie, il essayait quand même de confronter sa théorie aux expériences, de voir les points forts et les points faibles. Et à partir de ce résultat, il a fait un certain nombre de remarques. D'abord, si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a un point qui est au-dessus de la courbe, là. Enfin, il y en a eu d'autres, mais spécialement celui-là. Et quand on faisait des mesures à basse température, on commençait à avoir des déviations. Et dans son papier, il fait les remarques suivantes. Il ne faudrait naturellement pas croire que cette nouvelle conception est exactement conforme à la réalité, c'est un modèle. Et il voit deux points faibles. Le premier, c'est l'hypothèse selon laquelle les entités élémentaires considérées ont des fréquences d'oscillation constantes et sans doute irrecevables. C'est-à-dire que ce qu'il avait supposé, c'était, je reprends ce petit dessin ici, où en fait tous les atomes sont indépendants les uns des autres, tous identiques, donc vibrent tous de la même façon, caractérisés par la même fréquence. En fait, la vibration d'un atome, elle est liée à la vibration de son voisin. Et donc, si on veut faire un petit dessin pour modéliser ces atomes, il faut plutôt voir qu'on a affaire non pas à des oscillateurs indépendants, mais à des oscillateurs couplés. Et donc, ces oscillateurs couplés, ça va faire que en fait, les modes d'oscillation, tous les oscillateurs ne sont pas
n'ont pas tous la même fréquence, mais vous avez des modes propres d'oscillation, vous allez avoir une distribution de fréquences. Et en fait, cette remarque ici a été résolue quelques années plus tard par Debye, et ça va être exactement le sujet de votre petite classe de demain. C'est un très très bel exemple de physique statistique, où se mélange la physique statistique et la mécanique quantique, et vous verrez qu'au lieu d'avoir une loi exponentiellement activée, on obtient une loi en T3, donc tout ça, on verra ça demain. Mais donc Einstein, sans être allé jusqu'au bout, avait compris ce qu'il fallait changer. Et puis il a fait une autre remarque. Tous les corps solides conducteurs de l'électricité, c'est-à-dire les métaux, contiennent des masses élémentaires mobiles, les électrons, contribuant à leur chaleur spécifique, capacité thermique. Eh bien ça, on verra effectivement que dans un métal, à la chaleur, à la capacité thermique contribuent donc les oscillations des atomes, mais aussi le mouvement des électrons. Donc on comprendra cette contribution supplémentaire un petit peu plus tard quand on regardera les propriétés électroniques des métaux. Mais en fait, il avait mis le point exactement sur les faiblesses de son modèle et les directions dans lesquelles il fallait aller. Alors ce problème des chaleurs spécifiques, comme on appelait à l'époque, c'était donc tout à fait relié à la théorie du rayonnement de Planck, et le premier congrès Solvay, je suppose que vous avez déjà vu cette photo, vous savez qu'il y a eu donc ces fameux congrès Solvay dans les années 10, 20 et 30, et plus tard aussi, mais en particulier les 5 premiers qui ont accompagné l'avènement de la mécanique quantique. Donc ça, c'est le premier. Il y a déjà 9 prix Nobel ou futurs prix Nobel sur cette photo. Et le 5e, celui de 1927, sera le plus fameux, puisque c'est celui qui correspondra vraiment au développement de la mécanique quantique avec Heisenberg, Schrödinger et Dirac. Donc c'est des événements très importants. Et vous voyez que le problème des chaleurs spécifiques, c'était le problème quasiment le plus important au début de la mécanique quantique. Voilà, donc là j'ai parlé du modèle d'Einstein pour décrire la loi de Dulong et Petit pour les solides. Revenons aux gaz. Alors les gaz, maintenant on va regarder donc chaque molécule du gaz. Donc une molécule peut vibrer et tourner. D'accord ? Alors en fait, ce modèle d'Einstein va aussi expliquer le paradoxe qu'on avait pour les gaz, parce que la température caractéristique de vibration des molécules du gaz, c'est-à-dire l'équivalent de la température d'Einstein, mais pour une molécule isolée, c'est typiquement de quelques milliers de Kelvin. À cause du gel des degrés de liberté, cette notion de gel de degrés de liberté, eh bien, à température ambiante, cette molécule, elle ne vibre pas, donc elle ne contribue pas à la capacité thermique. Par contre, pour la rotation, sans que je fasse la théorie en détail, je fais remarquer qu'il existe aussi une température caractéristique, mais que cette température caractéristique, elle est beaucoup plus faible. C'est beaucoup plus facile de faire tourner la molécule diatomique que de la faire vibrer. Donc, rotation, on a vu qu'il y avait 2 degrés de liberté, donc il y aura une contribution des degrés de liberté de rotation à la capacité thermique, à la température ambiante, qui est beaucoup plus grande que les 10 Kelvin. Donc à température ambiante, grâce à Einstein, grâce au gel des degrés de liberté de vibration, on comprend que la capacité thermique ne doit pas être 7,5, mais 5,5. Donc si je remets tout ensemble, vous voyez qu'en fonction de la température, à très haute température, tous les degrés de liberté de cette molécule diatomique sont excités, mais pour des températures typiquement du millier de Kelvin, elles ne vibrent plus, donc à température ambiante, ces molécules ne vibrent pas et on ne sonde que les degrés de rotation et de translation. Et puis si on fait des mesures à très basse température, eh bien, on va trouver uniquement la translation. Donc vous voyez, la capacité thermique, cette mesure a priori calorimètre, tout ça c'est assez classique, mais c'est une façon de voir les molécules. Parce que selon la taille, le nombre d'atomes dans une molécule, le nombre de degrés de liberté excités ou pas, vous allez avoir une capacité thermique correspondante. Donc c'est vraiment un effet quantique à température ambiante. Le fait que vous ayez 5,5 ici et pas 7,5, c'est un effet quantique à température ambiante.
Alors on peut se poser une autre question, c'est qu'est-ce qui va se passer plus loin, hein, puisque si on a le principe de Nernst, le troisième principe, ça devrait tendre ici vers 0. Donc on a envie de se poser la question, est-ce que les degrés de liberté de translation, eux aussi, vont être gelés? Bon, ben ça, on répondra à cette question dans 2 ou 3 semaines. Alors, je voudrais rapidement, c'est la dernière fois qu'on va parler de description microcanonique, et je vais le faire rapidement parce que vous pouvez refaire les calculs à la maison, c'est d'essayer de résoudre le modèle d'Einstein en microcanonique. Donc, en microcanonique, je prends cette fois-ci un grand nombre d'oscillateurs. Alors, donc, si j'ai 3 n molécules, j'ai grand M oscillateurs identiques. L'énergie totale est fixée, c'est l'approche microcanonique. Donc, je fixe l'énergie totale. J'enlève l'énergie de point zéro. Hein, donc, l'énergie totale, c'est la somme des NI. NI, c'est le degré de vibration de chaque oscillateur. Donc, l'énergie totale, c'est la somme des NI plus 1,5 H bar oméga. Donc, fixer l'énergie totale, c'est fixer cette somme ici. Donc, la question, c'est comment répartir tous les NI de façon à ce que la somme fasse grand N. C'est-à-dire, en fait, le nombre de façons de répartir les NI dans M oscillateurs, je vais appeler ces oscillateurs des boîtes, de sorte que la somme des NI soit égale à grand N. D'accord ? Alors ça, c'est peut-être un calcul que vous avez déjà fait. C'est en fait le nombre de façons de placer N boules dans M boîtes. Alors le nombre de, je vais faire rapidement, hein, mais le nombre de façons de placer N boules dans M boîtes, en fait, s'obtient en comptant le nombre de façons de placer N boules et M-1 cloisons. Vous voyez, en fait, changer le nombre de boules dans une boîte, c'est comme déplacer une cloison. Donc ce nombre de façons de placer N boules et M cloisons, c'est le nombre de façons de choisir N objets parmi N plus M-1 objets. Bon, je passe vite là-dessus, je pense que plus ou moins vous avez déjà fait ce calcul, et donc je connais W de E. Donc si je connais W de E, ou de grand N, c'est la même chose, après je sais qu'en dérivant par rapport à E, c'est-à-dire dérivant par rapport à grand N, je dis que d de log de W sur 2E, c'est l'inverse de la température, formule de Stirling, développement des factoriels, etc. Et je trouve donc effectivement que l'énergie, c'est M H bar oméga, M le nombre d'oscillateurs, sur le même facteur que celui qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc on retrouve le résultat canonique. Vous voyez, c'est un petit peu plus dur. Et encore une fois, le résultat canonique est relié au résultat microcanonique. Alors ici, on a eu en microcanonique un problème de combinatoire à résoudre, sur lequel je suis passé vite. En canonique, c'est très simple. On a trouvé la fonction de partition d'un oscillateur, hein, c'est ce qui a été fait juste avant. Je n'ai pas le mouvement de point zéro là, mais c'est juste donc, la fonction de partition d'un oscillateur. Si j'ai grand M oscillateur, je factorise la fonction de partition. Et bien là, encore une fois, vous pouvez vérifier que Z de bêta, c'est bien la transformée discrète de Laplace de cette quantité-là. Et vous voyez que dans ce cas-là, ce développement ici correspond au développement de l'inverse du binôme. Donc on peut relier encore une fois canonique et microcanonique. Il y a un dernier exemple où ça se fait simplement, c'est pour le gaz parfait, dont je parlerai la semaine prochaine, mais je ne parlerai plus de microcanonique. Vous pouvez aller le voir dans le poly, mais je ne parlerai plus de microcanonique. Donc voilà, essayez de revoir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la dernière partie de ce cours, c'est donc essayer de, à partir des expressions statistiques qu'on a créées, des hypothèses statistiques et des expressions statistiques pour les grandeurs qu'on a introduites, l'entropie statistique, la température statistique, etc., toutes ces quantités-là, vérifier que ces quantités correspondent bien aux quantités macroscopiques que l'on connaît et vérifier que, en fait, on va retrouver de cette façon des relations entre ces quantités macroscopiques et en particulier les principes de la thermodynamique. Donc, je rappelle ces principes de la thermodynamique.
Je passe vite sur le principe 0. Vous vous souvenez qu'on y avait passé un petit peu de temps quand même. C'est la compréhension du contact thermique. On avait mis deux systèmes en contact. On avait vu qu'il fallait maximiser l'équilibre thermique correspond à la valeur maximale, à la probabilité maximale d'être dans un état d'énergie donné. Donc il fallait maximiser cette fonction ou son log. Et maximiser le log, c'était maximiser la somme de ces deux entropies. Maximiser ce terme ici conduisait à l'égalité de ces deux dérivés, ds sur dE. Donc on avait vu qu'à l'équilibre thermique, les ds sur dE sont identiques. Et donc naturellement, ça nous avait conduit à penser que on faisait apparaître de façon naturelle la température comme l'inverse de ds sur dE. Et on avait vu que ça avait bien les propriétés d'une température. Alors le premier principe, le principe de conservation, vous dit que si votre système, au cours d'une transformation, échange de l'énergie, cette énergie est échangée sous forme de travail ou de chaleur. Évidemment, maintenant, la question qu'on veut se poser, est-ce qu'on a une interprétation microscopique du travail et de la chaleur? Est-ce que la physique statistique nous permet de comprendre ce qu'est le travail et la chaleur? Alors en fait, si on regarde la forme de l'énergie interne, ça suggère la réponse. L'énergie interne, c'est la somme des PM-EM. Donc si on prend une petite variation de l'énergie interne, évidemment, c'est la somme de deux termes. La somme des PM DEM plus des EM des PM. Le premier terme vous dit que vous changez les niveaux d'énergie. Alors pour changer les niveaux d'énergie, il faut changer le système. Par exemple, si c'est un gaz, il faut changer le volume. Donc on a envie de dire que ça correspond au travail, une énergie mécanique, par exemple. Alors que ici, vous ne changez pas le système, mais vous changez l'occupation des niveaux d'énergie, l'occupation thermique des niveaux d'énergie. Donc on a envie de dire que ça, c'est la chaleur. Alors est-ce que c'est bien vrai? On va essayer de voir donc, si ça correspond bien à ce qu'on connaît pour les expressions thermodynamiques classiques du travail et de la chaleur. Alors d'abord, parlons du travail. Le travail correspond à une variation d'énergie lorsque vous faites varier un paramètre extérieur. Donc voilà, alors je suppose, par exemple, j'ai un gaz, je connais les niveaux d'énergie en fonction de ce paramètre, je connais les états, les énergies propres, et donc on suppose que le travail, c'est le changement d'énergie dû à un changement de lambda, dans la limite où ce paramètre varie assez lentement pour que les micro-états évoluent, mais pas leur probabilité. Donc les PM restent constants. Alors si on prend, on va essayer de voir maintenant si cette description ici statistique correspond bien à notre définition habituelle du travail. Par exemple, le moins PDV pour un gaz. Donc justement, je vais prendre un gaz, donc des particules dans une boîte. Les niveaux d'énergie de cette particule, je les connais. Donc si je varie le volume de la boîte, je sais comment varient les niveaux d'énergie. Donc si je change par exemple uniquement Lx, vous voyez, ce n'est pas difficile de voir, comme les EM varient comme 1 sur Lx carré, que dE sur E, c'est 2 fois dL sur L. Donc je connais la variation des niveaux d'énergie, et donc je vais réinjecter ça là-dedans pour voir si ça correspond bien à l'expression classique que je connais du travail. Alors je vais d'abord, sur la gauche du transparent, écrire des relations générales, et sur la droite, revenir plutôt au cas du gaz. Donc, travail, variation d'un paramètre. On va définir une force conjuguée à ce paramètre extérieur de cette façon-là. Alors, pensez par exemple que ça va être le volume et puis ça va être la pression. Donc, vous avez des éléments de matrice qui sont les variations des énergies de chacun des micro-états en fonction de lambda. Donc, la somme des PM DEM, donc DEM, c'est DEM sur D lambda fois D lambda. Donc là, je fais apparaître les éléments de cette force pour chaque micro-état. Et donc, somme des PM Fm, c'est la valeur moyenne de la force conjuguée. Donc, vous voyez, ça, c'est en gros moins PDV. Alors, je vais le faire plus explicitement, justement, ici, dans l'exemple du piston. Ce que je veux montrer, c'est qu'à partir de cette relation-là, la relation microscopique statistique,
je retrouve bien cette relation macroscopique. Alors effectivement, donc je refais ici le même passage, mais je vais explicitement dire que lambda, c'est la longueur du piston. Donc on a vu comment se déformaient les niveaux d'énergie en fonction de Lx, donc c'est l'équivalent de ce qui est écrit ici. Ensuite, donc, on va prendre la moyenne sur tous les micro-états. Donc ici, les micro-états, c'est les valeurs de Nx. Donc si on prend la valeur moyenne de cette énergie sur tous les micro-états, ben, c'est l'énergie moyenne. D'accord ? Mais l'énergie moyenne dans une direction. Or, on sait bien qu'il y a isotropie du gaz, hein, donc l'énergie elle est également répartie dans les trois directions. Hein. Donc l'énergie moyenne dans une direction, c'est un tiers de l'énergie moyenne totale. Donc cette relation ici, c'est moins 2/3 de l'énergie moyenne totale. Variation comme j'ai varié le volume dans une direction, c'est dV sur V. Eh bien effectivement, si on se souvient que pour le gaz parfait, l'énergie moyenne, c'est 3,5 de PV, eh bien, on trouve ici que la variation que le travail fourni, c'est moins PDV. Donc, on trouve bien que cette expression-là correspond à l'expression macroscopique moins PDV. D'accord ? Donc, on a une bonne définition ici du travail, la modification des niveaux d'énergie sans changer leur distribution. Donc normalement, pour être cohérent, ça doit correspondre à la chaleur. C'est-à-dire la modification de la distribution de probabilité, mais sans changer l'énergie, c'est-à-dire sans déplacement, sans travail mécanique. Donc je schématise un petit peu ces deux termes, travail et chaleur, sous cette forme ici. En fait, donc, je vais avoir une transformation où je vais changer à la fois les niveaux d'énergie et leur occupation. Alors, je considère que ça se fait en deux fois. Je change d'abord les niveaux d'énergie en déformant le système. Hein, c'est la première étape, c'est le travail. Donc je déforme le système, donc je change les niveaux d'énergie, mais je ne change pas leur occupation. Donc ça, c'est le travail. La chaleur correspond à un système dont la taille ne change pas, hein, mais qui correspond à une modification de la probabilité de chacun de ces niveaux d'énergie. Donc cette fois-ci, les EM sont constants, mais ce sont les PM qui varient. Alors, on a vu que ça avait l'air de bien correspondre au travail. Il faudrait quand même voir si ça correspond bien à la chaleur. Et pour ça, on va revenir maintenant au deuxième principe. Vous savez que pour une transformation infinitésimale réversible, la variation d'entropie, c'est dQ sur T. Et on pense que dQ, c'est cette expression-là. Donc ce qu'il s'agit de voir maintenant, c'est est-ce que la variation d'entropie lors d'une transformation infinitésimale réversible est bien compatible avec cette expression de la chaleur. Donc, on va considérer une transformation infinitésimale réversible, c'est-à-dire que le système est en équilibre à tout instant, donc l'occupation des niveaux est toujours une distribution de Boltzmann, mais on veut voir comment l'entropie va changer au cours d'une telle transformation. Alors, variation d'entropie lors d'une transformation du système. Alors, la variation d'entropie, alors je vous rappelle d'abord que l'entropie, c'est moins somme des PM log de PM. Et donc la variation d'entropie, hein, je fais une petite différentielle ici, c'est donc je dérive PM log de PM, il y a deux termes. Et je vous rappelle que les PM sont normalisés, donc que la somme des dPM est nulle. Donc ce terme ici est nul. Il me reste uniquement ce log de PM. Le log de PM, on va remplacer PM par son expression. Hein, log de PM, c'est moins bêta EM moins log de Z. Donc j'injecte log de PM dans cette expression. Vous voyez ici, il y a un log de Z fois somme des dPM. Donc une constante fois somme des dPM. Donc ça fait 0 puisque la somme des dPM est nulle. Et il ne reste que ce terme, donc K, le signe moins s'en va, somme des dPM, bêta M, EM. K bêta, c'est 1 sur T. Donc ds, c'est 1 sur T
somme de EM dPm. Eh ben, c'est exactement ds égale dq sur t. D'accord ? Donc notre expression statistique de la variation de chaleur correspond bien à la variation d'entropie et correspond bien donc à l'énoncé du second principe. Donc les deux principes énoncent que pour une transformation infinitésimale réversible, la variation d'énergie, c'est la somme d'une variation, c'est lié au travail et à la chaleur échangée. Hein. Donc on a bien des expressions pour le travail et la chaleur. Et le deuxième principe, c'est donc que ds, c'est dq sur t. Donc voilà les deux principes donc déduits de nos postulats de physique statistique. Alors je peux mettre tout ça ensemble et écrire donc que ds, c'est dq, du, pardon, c'est tds plus delta w. D'accord ? Le troisième principe, lui, on a déjà un petit peu perçu, il est de nature quantique, il est lié au gel des degrés de liberté, lié au fait qu'à température nulle, le système est nécessairement dans son état fondamental. Donc vous voyez, si vous regardez le poids de Boltzmann, si vous faites température nulle, c'est-à-dire bêta tend vers l'infini, si bêta tend vers l'infini, tous les facteurs de Boltzmann sont nuls, sauf si EM égale 0. Donc le système est dans son état fondamental, il n'y a qu'un PM, donc l'entropie doit tendre vers 0. Ce qui correspond aussi au fait que la capacité thermique doit tendre vers 0. La capacité thermique est intimement reliée à l'entropie. On n'a pas eu trop le temps de le dire, je rajoute ici une petite ligne. La capacité thermique, donc ici on regarde des systèmes à volume constant, c'est du sur dt. Et vous voyez que d'après le second principe, enfin les deux principes de la thermodynamique que je viens d'écrire sur le transparent précédent, du c'est TdS moins PDV. Donc vous voyez qu'une variation de U à volume constant, c'est simplement une variation d'entropie. Donc c'est aussi T ds sur dt. Donc si l'entropie tend vers 0, la capacité thermique tend vers 0 et réciproquement. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'énergie libre. Je voudrais revenir sur l'énergie libre et voir avec vous en quoi cette nouvelle quantité thermodynamique est intéressante. Alors, je reviens en fait sur donc, la fonction de partition, le fait qu'à partir de cette fonction de partition, on peut construire d'une part l'énergie moyenne, moins d de log de z sur d bêta, l'entropie associée à cette distribution de Boltzmann, on l'a déjà écrite plusieurs fois, hein, donc je remplace log de PM par son expression, et je trouve que, en gros, ce premier terme ici, c'est U sur T, et le deuxième terme, comme la somme des PM c'est 1, c'est simplement log de Z. Donc, fonction d'état, c'est-à-dire que log de Z, c'est une fonction d'état, c'est une quantité physique. Cette relation, on va la réécrire, alors donc, on va définir l'énergie libre sous cette forme, et donc cette relation, je peux la réécrire sous cette forme, qui est donc une forme traditionnelle en thermodynamique, où l'énergie libre, c'est l'énergie interne moins T fois l'entropie. Alors peut-être vous avez déjà vu cette relation, mais je suis sûr que tout le monde ne l'a pas vue. Donc évidemment, on va se demander à quoi ça sert d'avoir introduit cette nouvelle quantité. Donc quelle est la signification physique de l'énergie libre? Alors d'abord, la première chose, c'est que si je sais calculer la fonction de partition, je sais tout de suite calculer l'énergie libre. Bon, est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que représente l'énergie libre? Alors pour ça, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je vais revenir au cas du système isolé où on avait vu que l'entropie, c'était une fonction de l'énergie, du volume et du nombre de particules, ou ce qui revient au même, l'énergie interne, c'est une fonction de l'entropie, du volume et du nombre de particules. Et une variation de l'énergie interne en fonction de ces paramètres ici est donnée par cette différentielle, du, donc en fonction de ds, de dv et de dn, avec ces dérivés ici, qui sont reliés, donc ça, on l'a déjà vu, c'est la température, ça, en fait, c'est relié à la pression, et ça, c'est relié au potentiel chimique. Donc, en fait, alors, il va falloir être prudent maintenant, parce qu'on va avoir beaucoup de variables, et il faut toujours... Bon, pour l'instant, je n'ai pas pris de risque, j'ai toujours mis des dérivés partiels,
mais ça insiste bien que quand je prends une dérivée partielle, ça veut dire que j'ai fixé certaines quantités. Donc là, par exemple, quand je parle de du sur ds, j'ai fixé le volume et le nombre de particules. Du sur dv, c'est à entropie fixée et nombre de particules, et du sur dn, c'est à entropie fixée et volume fixé. Alors cette relation m'explique, me renseigne, me dit comment varie l'énergie si je change l'entropie, le volume ou le nombre de particules. Bon, alors changer le nombre de particules, ça je sais faire, changer le volume, je sais faire, mais contrôler l'entropie, je ne sais pas bien faire. Donc en fait, ce n'est pas très physique, cette relation est correcte, mais elle ne me donne pas forcément les informations nécessaires. Je préférerais contrôler la température plutôt que contrôler l'entropie. Et ça, c'est l'intérêt de l'ensemble canonique. Donc, au lieu de considérer une quantité ici qui est pilotée par l'entropie, on va considérer une quantité qui est contrôlée par la température. Alors, cette relation-là, je l'ai écrite 2 fois au tableau, j'ai pris un transparent complet pour l'écrire, c'est que vous allez avoir plusieurs expressions de quantités thermodynamiques, alors des fois on ne sait plus toujours où on en est. Ça, c'est vraiment l'expression fondamentale, la relation thermodynamique fondamentale qui exprime les principes de la thermodynamique. Là, j'ai rajouté le nombre de particules, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Et donc, vous voyez qu'ici, les paramètres de contrôle, c'est-à-dire les paramètres extérieurs, que je peux modifier, c'est l'entropie, le volume et le nombre de particules. Oui, mais moi, je voudrais non pas contrôler l'entropie, mais contrôler la température. Alors, l'intérêt de l'énergie libre, F égale U moins TS, c'est que vous voyez que maintenant, si je regarde une petite variation de paramètres, vous voyez que dF, c'est du moins TdS moins SDT. Le TdS va disparaître et il va rester moins SDT, ce qui fait que la différentielle de l'énergie libre, c'est cette fois-ci moins SDT moins PDV plus mu dN. Donc je sais maintenant comment varie l'énergie libre si je varie la température, le volume ou le nombre de particules, des quantités que je sais fixer et que je sais faire varier. Donc ça, c'est un intérêt. Et puis l'autre intérêt, c'est que cette quantité, je sais la calculer. Donc, par exemple, un intérêt, une situation physique importante, c'est que si je considère une transformation à température et nombre de particules fixés, quand même assez standard. Donc, dt égale 0, dn égale 0. Donc, ça me dit que la variation d'énergie libre, elle est précisément égale au travail reçu. Donc, voilà la signification physique de l'énergie libre. C'est que dans une transformation isotherme et à nombre de particules fixées, je sais exactement ce que représente l'énergie libre. Et donc, l'énergie libre, donc vous voyez que la dérivée de l'énergie libre à température et nombre de particules fixées, c'est une quantité que je peux mesurer, c'est la pression. Donc, connaître l'énergie libre, c'est directement ici connaître la pression. Donc, U, la valeur moyenne de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne au système. Par contre, F, c'est l'énergie disponible que peut échanger le système dans une transformation isotherme. Donc, énergie disponible, c'est l'énergie qu'on peut libérer, et donc c'est pour ça que ça s'appelle l'énergie libre. Voilà donc pour l'énergie libre. Alors, une remarque sur l'énergie libre et sur donc, cette approche canonique. Je vous rappelle que dans l'approche canonique, donc, on fixe la température, et fixer la température, on sait qu'il y a des échanges d'énergie, mais fixer la température, c'est fixer l'énergie moyenne. Inversement, on peut dire qu'à température fixée, la distribution d'équilibre, la distribution de Boltzmann, c'est celle qui maximise l'entropie, mais on a une contrainte, comme on a fixé la température, on a une contrainte qui est que l'énergie moyenne est fixée. Donc en fait, on cherche à, quand on est à l'équilibre, on est toujours dans un état d'entropie maximale, mais dans un état d'entropie maximale avec une énergie moyenne qui est fixée. Donc, maximiser l'entropie avec une contrainte que l'énergie moyenne est fixée, eh bien, ça, c'est un petit calcul qu'on a fait au premier cours, quand on s'est intéressé au D pi P.
Alors c'est un contexte un petit peu différent, mais vous voyez que maximiser cette quantité-là, S moins bêta U, en fait c'est maximiser, bon je ne l'ai pas écrit sur les transparents, c'est maximiser cette combinaison ici. Vous voyez qu'une maximisation sous contrainte, je veux maximiser l'entropie avec une énergie qui est fixée. Donc j'introduis un paramètre de Lagrange, un pour l'énergie moyenne fixée et puis un pour la normalisation. C'est exactement ce petit calcul qu'on a fait donc, il y a 15 jours. Et cette maximisation conduit au facteur de Boltzmann. Donc le facteur de Boltzmann, c'est celui qui correspond à une entropie maximale avec la contrainte d'énergie moyenne fixée. Donc ce qu'on maximise, c'est non pas l'entropie, mais une combinaison de l'entropie moins bêta U. Et si vous regardez de tout près, c'est que cette combinaison, au signe près, c'est à peu près l'énergie libre. Ce qui veut dire qu'à l'équilibre thermodynamique, à température fixée, l'énergie libre est minimale. D'accord ? On parle de potentiel thermodynamique, comme elle est minimale à l'équilibre, en référence un peu à une énergie potentielle, on parle de potentiel thermodynamique, donc qui est minimum à l'équilibre thermodynamique. Donc voilà pour l'énergie libre. Alors vous voyez qu'a priori, on a envie de continuer en fonction des paramètres extérieurs que l'on a fixés. L'approche microcanonique revient à fixer entropie, volume, nombre de particules, ou d'autres paramètres dont je n'ai pas parlé. Là, je pense plutôt à des gaz, mais après, dans un système magnétique, vous avez le champ magnétique, l'aimantation, enfin, on peut penser à d'autres paramètres macroscopiques. Comment est-ce qu'on est passé de microcanonique à canonique ? En fait, on a fait une transformation qui nous fait passer de l'entropie à la température. Ce qui fait que les paramètres fixés, les paramètres de contrôle, c'est cette fois-ci la température, le volume, le nombre de particules, le potentiel thermodynamique correspondant, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre ou l'énergie de Helmholtz. Et puis on pourrait se dire, il y a peut-être des situations où ce n'est pas le volume que je veux contrôler, c'est la température et la pression. Donc je vais avoir à ce moment-là, si la température et la pression sont fixées, je vais avoir associé à ces paramètres un autre potentiel thermodynamique qu'on appelle l'enthalpie libre ou le potentiel de Gibbs, un ensemble statistique différent, une fonction de partition différente, on va en parler très peu, mais on va s'intéresser beaucoup à ce cas-là où ce qu'on va vouloir fixer, ce n'est pas la température, le volume et le nombre de particules, c'est la température, le volume et le potentiel chimique. Alors, le potentiel chimique, c'est une notion à laquelle on est moins habitué que la température, mais vous allez voir que, en fait, pourquoi on introduit le potentiel chimique ? On a introduit la température pour se libérer de la contrainte sur l'énergie. On va introduire le potentiel chimique pour se libérer sur la contrainte du nombre de particules. Alors, dans votre quotidien, si vous prenez des particules dans un gaz, vous avez envie de dire que c'est le nombre de particules qui est fixé. Mais on verra dans les 15 jours à venir qu'il va y avoir des situations où cette contrainte du nombre de particules fixées, elle va imposer un peu comme en microcanonique, l'énergie conduit à des problèmes de combinatoire, l'énergie fixée conduit à des problèmes de combinatoire difficiles. On va voir aussi que fixer le nombre de particules, ce n'est pas toujours une contrainte facile à respecter. Et donc, on fixera plutôt le potentiel chimique. Donc, vous voyez qu'à chaque ensemble de paramètres extérieurs fixés, vous avez un potentiel thermodynamique. Alors, vous voyez aussi que ces variables de contrôle peuvent être intensives ou extensives. Là, donc, en noir, là, elles sont toutes entropie, volume, nombre de particules, c'est extensif. Par contre, la température, la pression, le potentiel chimique, ce sont des variables intensives. Donc voilà, j'ai fait un tableau, alors qui peut devenir, vous pouvez vous poser la question, mais je travaille avec quoi? C'est quel potentiel qui est important? Alors d'abord, il faut bien réaliser que tout se construit toujours, si vous voulez retrouver tout ça, vous repartez de la relation fondamentale donc, pour la variation d'énergie. Et en fait, quand vous voulez passer ici, vous faites en maths ce qui s'appelle une transformée de Legendre.
Hein, donc vous allez introduire cette quantité-là, donc on l'a bien vu pour l'énergie libre, U moins TS. Si on veut fixer la pression, eh bien cette fois-ci, ce qu'il faut, c'est considérer cette quantité-là. Alors vous voyez que U plus PV, comme DU était proportionnel à moins PDV, U plus la différentielle de U plus PV va faire apparaître VDP, va faire disparaître moins PDV et faire apparaître VDP. Donc cette fois-ci, eh bien vous avez. Alors ça, c'est très utile en chimie. En chimie, on fait des expériences souvent à pression fixée. On se sert beaucoup de cette énergie libre de Gibbs et ces relations ici qui vous disent comment varie ce potentiel si je varie la température, la pression ou le nombre de particules. Et le grand potentiel, donc, qui va être très utile, comme je viens de le dire, parce que ça va nous permettre de nous libérer de cette contrainte du nombre de particules fixées. Alors encore quelques mots donc, sur ces potentiels. Ces deux-là ont un statut particulier. Vous voyez que l'énergie ici dépendait de 3 variables extensives, l'énergie libre de 2 variables extensives, alors que ces deux quantités ne dépendent que d'une variable extensive. Vous voyez, intensif, intensif, extensif. Ici, le nombre de particules et ici, le volume. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, si je regarde ces deux potentiels, bien, si c'est extensif, si j'ai une seule variable extensive, c'est-à-dire que si je double le volume, si je double le volume, ben je double le grand potentiel. Directement, le grand potentiel est proportionnel au volume. Alors, ce coefficient de proportionnalité, hein, A sur V, eh bien, c'est dA sur dV, et dA sur dV, c'est la pression. Alors ça, c'est très intéressant, et on reviendra là-dessus prochainement. C'est que ce grand potentiel, c'est une mesure directe, un calcul direct de la pression. Alors pareil ici, cette fois-ci, la quantité extensive, c'est le nombre de particules. Donc si vous doublez le nombre de particules, vous doublez le grand potentiel. Donc le grand potentiel est direct, l'enthalpie libre, pardon. L'enthalpie libre est directement proportionnelle au nombre de particules. Et le coefficient de proportionnalité, vous voyez ici, dG sur dN, c'est mu, hein, donc le coefficient de proportionnalité, c'est le potentiel chimique. Donc G est égal à mu n, c'est-à-dire que ce potentiel thermodynamique, c'est directement, l'énergie de Gibbs, c'est directement le potentiel chimique. Donc là, j'ai écrit beaucoup de formules. Je vais finir encore avec un transparent avec des formules. Mais j'espère que ces tableaux ici sont suffisamment clairs pour savoir de quelle quantité on a besoin en fonction des paramètres extérieurs. Alors je termine encore avec deux remarques sur lesquelles vous pourrez réfléchir et qui sont bien discutées dans le poly. Je reviens par exemple sur le grand potentiel. Alors le grand potentiel, voilà la différentielle du grand potentiel. Vous voyez, ça c'est facile à retrouver. Vous partez de l'énergie libre. Donc l'énergie, vous partez de l'énergie. Donc l'énergie, c'était T ds moins PDV plus mu dN. Donc avec cette transformation, vous faites apparaître moins SDT, moins PDV qu'on avait déjà, moins N dmu. Alors, voilà donc la variation du grand potentiel si je fais varier température, volume et potentiel chimique. Ce qu'on vient de voir ici, c'est une expression du grand potentiel qui est moins PV. Alors, si le grand potentiel s'écrit aussi moins PV, ça veut dire que sa différentielle, c'est moins PV, moins VDP. Donc c'est à la fois cette relation-là et cette relation-là. Alors pour que ce soit à la fois cette relation-là et cette relation-là, vous voyez, moins PDV va s'en aller, et vous avez une relation, une contrainte entre SDT, NDmu et VDP. Voilà la contrainte ici. Cette relation s'appelle la relation de Gibbs-Duhem. Alors, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, mais elle est quand même intéressante. Elle vous dit que ces 3 variables intensives que sont température, volume, température, pression et potentiel chimique ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que vous pouvez, vous considérez un gaz, vous pouvez fixer la température, vous pouvez fixer
la pression, mais vous ne pouvez pas fixer le potentiel chimique s'en déduit. C'est-à-dire que si on cherche à caractériser un fluide par 3 variables indépendantes, il y en a au moins une qui doit être extensive. Donc ça peut être température, pression et nombre de particules, par exemple, mais vous ne pouvez pas avoir ces 3 variables intensives indépendantes. La dernière remarque, c'est qu'à partir de toutes ces expressions, toutes ces différentiels ici, par exemple l'énergie libre, mais j'aurais pu écrire les autres, cette différentielle est une différentielle totale, c'est-à-dire que vous avez des relations entre les dérivées croisées. Donc, par exemple, la dérivée de l'entropie par rapport au volume, c'est la dérivée de la pression par rapport à la température, ou la dérivée de la pression par rapport au nombre de particules, c'est la dérivée du potentiel chimique par rapport au volume. Alors, ils ne sont pas toutes utiles, mais vous avez tout un ensemble de relations entre ces propriétés thermodynamiques qui s'appellent les relations de Maxwell. Bon, il y en a beaucoup, donc il faut des fois travailler un peu pour savoir laquelle peut être utile. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut connaître, même si on n'en parlera pas forcément en détail. Alors, donc, le point sur lequel je veux insister par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on a construit donc, ce qu'on appelle des fonctions, des potentiels thermodynamiques, donc des fonctions d'état, qui sont associées aux différents types de situations que l'on considère. Si l'énergie est fixée, on va parler de l'entropie. Si la température est fixée, on va s'intéresser à l'énergie libre. Si température et pression sont fixées au lieu du volume, c'est l'enthalpie libre de Gibbs. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine encore, on va essentiellement parler de systèmes à température, volume, nombre de particules fixées. Donc c'est l'énergie libre qui nous intéresse. Ce que vous avez compris, c'est que l'énergie libre, vous savez la calculer quand vous savez calculer la fonction de partition, moins kt log de z. On va beaucoup utiliser la prochaine fois, on va beaucoup s'intéresser à ce grand potentiel. Donc c'est une situation où volume et température sont fixés, mais on veut se libérer de la contrainte du nombre de particules fixées. Donc cette fois-ci, c'est le potentiel chimique qui sera fixé, et on essaiera de voir clairement la semaine prochaine pourquoi ce grand potentiel est très intéressant. Donc vous voyez, j'ai essayé de classifier toutes ces quantités, j'espère que ce n'est pas trop fouillis, et essayer de voir comment les unes après les autres, ces quantités apparaissent en fonction des paramètres de contrôle. Voilà, donc on verra la semaine prochaine en quoi ce grand potentiel est utile. Donc d'ici là, n'oubliez pas les QCM et je vous dis donc à la semaine prochaine.